Bienvenue à toutes et à tous dans cette conférence sur le One Health et les maladies infectieuses émergentes. Nous sommes en compagnie de 4 chercheurs de différents domaines scientifiques qui s'intéressent à ce sujet. Éric Dortenzio, Frédéric Eck, Benjamin Roche et Jean-Claude Maniliac. Bonjour messieurs. Il y a quelques mois, je ne connaissais pas le concept du One Health ou une seule santé en français. Dans le cadre de l'enseignement conférence interdisciplinaire proposé aux deuxième année de licence sciences du vivant à l'Université Paris-Cité, avec mes collègues ici présentes, nous avons donc eu l'opportunité de découvrir ce concept et ce qu'il recouvre en organisant cette conférence. Le One Health face aux épidémies, une nouvelle perspective. Avant de commencer et afin de faciliter la compréhension, nous nous permettons de définir certains termes. Nous allons par exemple beaucoup parler de zoonose pendant cette conférence, qui est un terme qui se dit d'une maladie se transmettant entre humains et animaux. Et même si avec le Covid, on commence à en avoir une idée, rappelons qu'une pandémie est une épidémie présente sur plusieurs continents, au moins 3 selon l'Organisation mondiale de la santé. Alors le One Health, parlons-en. Ce concept très vaste met en lumière les liens étroits qui existent entre santé animale, santé humaine et santé de l'environnement. Il nous est apparu qu'il suscite un regain d'intérêt depuis la pandémie de Covid-19 parce qu'il intègre une dimension de prévention sur laquelle nous reviendrons. Il semble donc que l'approche One Health réponde à la problématique des maladies émergentes, thème que nous avons donc décidé d'aborder plus en détail. Après vous avoir présenté nos invités, nous les questionnerons pour mieux comprendre d'abord la nécessité de l'approche One Health pour faire face aux épidémies, les outils dont nous disposons aujourd'hui dans une deuxième partie, et enfin, nous aborderons les évolutions possibles de ces outils pour les rendre plus efficaces et discuter des solutions qui permettraient de faire de ce concept une réalité plus partagée. Mais qu'est-ce qu'une maladie émergente? Qu'est-ce qu'une approche One Health? Et comment ce type d'approche peut être mise en œuvre pour aborder différemment la lutte contre l'apparition de nouvelles maladies infectieuses aujourd'hui et dans le futur? Tant de questions et seulement 1 heure et demie. Nous allons donc sans plus attendre questionner nos intervenants pour qu'ils nous expliquent à travers quel type de recherche et d'activité ils abordent ces questions. Monsieur Roche, vous êtes éco-épidémiologiste à l'Institut de recherche pour le développement à Montpellier, spécialiste de la modélisation mathématique pour comprendre les stratégies de prévention des épidémies. Vous êtes également depuis janvier 2021 l'un des coordinateurs de l'initiative Présode, sur laquelle nous reviendrons en détail plus tard. En tant qu'éco-épidémiologiste, de quel type de données avez-vous besoin pour construire un modèle mathématique et comment est-ce que vous les récoltez? En fait, la modélisation mathématique est un outil qui est utilisé depuis très très longtemps en épidémiologie humaine et qui sert vraiment de support d'outils, de support à la décision publique. Ça a beaucoup été utilisé lors du Covid. C'est vraiment un outil primordial. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est utiliser cet outil juste pour des fins d'épidémiologie humaine, c'est un peu dommage. Il y a beaucoup d'autres choses à faire. Et donc, ce qu'on essaie de faire avec la modélisation mathématique sur justement l'émergence de zoonoses, sur l'élaboration de stratégies de prévention, c'est d'arriver à comprendre comment justement jouer un peu avec tous ces compromis qu'on a entre les activités humaines qui drivent l'émergence des zoonoses, leur propagation au sein des comportements animaux, environnementaux, et puis quand ça commence à sauter sur l'espèce humaine. Donc en termes de données, c'est des données c'est là où est c'est là où est le défi un peu technique, c'est d'arriver à conjuguer des données qui sont de nature très très variable, donc aussi bien de suivi environnementaux, de suivi d'épidémiologie animale et de suivi d'épidémiologie humaine, pour arriver à comprendre comment se fait ce transfert entre ces trois compartiments et arriver d'abord à faire des systèmes d'alerte un petit peu précoces pour comprendre quand on commence à avoir des signaux un petit peu dangereux pour les populations humaines, et puis de savoir aussi comment on pourrait faire pour justement empêcher l'émergence des zoonoses chez l'homme, et donc comment on peut faire pour caractériser, développer des stratégies de prévention de l'émergence des zoonoses. Donc, arriver à conjuguer un peu toutes ces différents types de données pour reproduire ce qu'on observe sur le terrain et ensuite pour voir justement élaborer différents scénarios pour voir comment on pourrait faire autrement pour agir vraiment en amont de l'émergence et pas seulement attendre que l'émergence arrive dans l'homme pour essayer de la contrôler, mais vraiment essayer d'arriver à empêcher l'émergence dans le comportement animal, enfin, à l'interface entre l'animal et l'homme, et puis aussi dans le comportement animal. Et est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de modélisation sur laquelle vous travaillez? Oui, alors un exemple qui s'y prête très bien, quelque chose sur lequel on travaille beaucoup,
Moi, personnellement, au Mexique, mais c'est dans le cas dans beaucoup d'autres endroits dans le monde, et en particulier en France métropole, c'est sur les maladies vectorielles, donc qui sont transmises par des tiques, des moustiques, où justement on a un contact très important de virus qui circulent dans la faune sauvage. Un exemple concret récent, c'est la fièvre du Nil occidental, qui apparaît comme ça de temps en temps, de façon assez sporadique. Même dans le sud de la France, on commence à avoir quand même pas mal de cas. C'est un virus qui circule pas mal en Europe de l'Est, qu'on trouve aussi beaucoup en Amérique latine, en Afrique, en Asie. Et donc, avec ce type de virus, c'est compliqué parce qu'il peut se transmettre sur des dizaines d'espèces d'oiseaux, sur des dizaines d'espèces de moustiques, et puis il saute de temps en temps chez le cheval, chez l'homme, etc. Et donc là, la modélisation mathématique, c'est ce qu'on essaie de faire au Mexique, par exemple, c'est d'arriver à comprendre ces réseaux de transmission entre ces différents compartiments pour justement empêcher, c'est ce qu'on essaie de faire à la fin, c'est empêcher que l'homme soit exposé à ces virus. Donc on essaye voilà, de comprendre, de caractériser, de quantifier ces réseaux de transmission extrêmement complexes pour empêcher que l'homme devienne exposé. Merci beaucoup. On pourra rebondir sur tout ça au cours de la conférence. Monsieur Keck, vous êtes directeur de recherche au laboratoire d'anthropologie sociale dépendant du CNRS, du Collège de France et de l'École des hautes études en sciences sociales. Dans notre entretien préalable à cette conférence, vous nous avez parlé des zoonoses comme moyen d'interroger les relations homme-animal dans différentes sociétés. En tant qu'anthropologue, comment est-ce que vous étudiez ces interactions? Alors effectivement, l'anthropologie, c'est l'étude, l'anthropologie sociale, c'est l'étude des relations entre les humains, les animaux et les plantes dans différentes sociétés. Et à ce titre, les zoonoses nous intéressent parce qu'elles reposent sur un schéma de transmission de microbes pathogènes du sauvage vers les animaux domestiques, vers les humains. Et cette coupure sauvage-domestique-humain, en fait, on l'interroge parce que dans la définition des zoonoses, il y a aussi le fait que les pathogènes peuvent repartir des humains vers les animaux. C'est ce qu'on a vu pour la Covid avec les visons ou avec les cerfs. Donc, moi, ce que j'étudie en particulier, c'est comment, dans différentes sociétés, cette coupure sauvage-domestique-humain, elle est perçue, elle est comprise, et en quoi ça peut aussi aider les biologistes, les épidémiologistes à faire leur travail de surveillance et d'anticipation des zoonoses et des pandémies. C'est à deux titres, c'est-à-dire que d'un côté, il y a un certain nombre de pratiques humaines dans leur relation avec les animaux et les plantes qui peuvent favoriser la transmission de zoonoses, comme par exemple en Chine, la consommation d'animaux vivants qui vont être achetés sur des marchés, donc ça implique des contacts avec des animaux vivants. Ou également, par exemple, la consommation de sang d'oiseaux qui va favoriser la transmission de la grippe aviaire. Et puis, de l'autre côté, j'étudie aussi comment les mesures qu'on prend pour surveiller les zoonoses vont avoir un impact sur les relations entre les humains et les animaux. Par exemple, le fait de confiner les volailles, de mettre une grande séparation entre les humains et les volailles. Donc, ce qu'on appelle des mesures de biosécurité, ça va justement faire percevoir autrement les volailles domestiques. Ou bien, par exemple, le fait de vacciner les volailles, ça va aussi produire d'autres relations entre les humains et les animaux. Et puis, bien sûr, il y a tout le domaine des animaux sauvages où on va avoir des pratiques de prélèvement sur les animaux sauvages. On peut, dans certaines occasions, les vacciner. Donc, ces relations entre animaux sauvages, et domestiques et humains vont changer en fonction des mesures qu'on prend. Et on ne peut comprendre la possibilité d'appliquer ces mesures que si on prend en compte aussi la façon dont elles sont perçues par les humains qui interagissent avec les animaux. Merci beaucoup, c'était très clair. Monsieur Manuguera, vous êtes virologiste et directeur du laboratoire de recherche environnement et risques infectieux à l'Institut Pasteur. Vous êtes également responsable de la cellule d'intervention biologique d'urgence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots sur quoi portent vos projets de recherche actuels dans votre laboratoire et nous dire si vous vous intéressez plus particulièrement à certains risques infectieux? Alors en fait, notre l'unité de recherche est autour de la cellule d'intervention biologique d'urgence, qui est une structure d'intervention
Donc, nous sommes confrontés à réaliser des diagnostics lors de l'apparition de nouveaux virus. Nous avons certaines difficultés. Et pour ça, nous reposons sur les activités de recherche de l'unité, des activités de recherche qui peuvent être relativement larges. Nous avons comme activité de recherche nous avons travaillé assez longtemps sur le rôle de l'environnement dans la persistance des virus grippaux et notamment de la base moléculaire des différences de persistance des virus dans le milieu hors de l'hôte. Nous travaillons actuellement sur les restrictions d'hôtes des poxvirus. Par ailleurs, nous développons des projets de recherche en collaboration qui peuvent nous être utiles dans nos missions d'intervention. Je vais vous donner un exemple, les Epicorem, hein, qui était un projet multidisciplinaire avec plusieurs collaborations en France, qui était sur la connaissance de l'écologie des coronavirus. Ça nous a permis, participant à ce projet, de développer des outils de recherche de bêta-coronavirus en France et ailleurs. Et lorsque le SARS-CoV-2 est arrivé, avant de pouvoir disposer d'outils spécifiques pour le SARS-CoV-2, parce qu'il faut, même si on a la séquence, il faut quand même le temps de la synthèse et de la livraison de la commande. En fait, on a été confronté très très vite à faire des diagnostics sans avoir les outils appropriés, spécifiques. Et donc, nous avons utilisé ce que nous avions développé pour le projet de recherche Epicorem, qui était une PCR pan Corona, et qui nous permettait d'accrocher le SARS-CoV-2 et pan bêta, c'était bêta coronavirus, et ensuite de pouvoir séquencer l'amplicon pour donner un diagnostic. Alors ça rendait le résultat un peu plus lent, mais ça nous permettait de nous en sortir. Donc c'est pour montrer un peu que en fait la connaissance de ce qui se passe chez l'animal nous permet de mieux faire nos missions de détection de pathogènes chez l'homme au moment des crises. Et pour ça, d'ailleurs, nous sommes également centre collaborateur de l'ex-OIE, donc maintenant l'OMSA, l'Organisation mondiale de la santé animale, pour la détection des pathogènes animaux chez l'homme. Merci beaucoup. Et finalement, donc, comment parler de santé sans l'expertise d'un médecin? Monsieur D'Ortenzio, vous êtes médecin clinicien et épidémiologiste. Vous êtes également directeur du département des stratégies et partenariats à l'ANRS Maladies infectieuses émergentes, agence créée en 2021 dont nous reparlerons plus tard. Même si vous vous intéressez aujourd'hui plus à la santé publique et à l'épidémiologie des maladies infectieuses, vous avez conservé une demi-journée par semaine de consultation à l'hôpital Bichat Claude Bernard dans le service des maladies infectieuses tropicales. Dans ce service, quel type de malades êtes-vous plus particulièrement amené à voir et quels sont les outils spécifiques pour les prendre en charge? Merci pour votre invitation. Donc effectivement, de formation initiale médicale, j'ai gardé cette consultation qui est une consultation spécialisée dans la pathologie des voyageurs. Donc ce sont des personnes qui rentrent de pays, la plupart du temps tropicaux, enfin, dans la zone intertropicale, voire de migrants qui arrivent sur le sol français et qui ont des problèmes de santé. Alors la plupart du temps, effectivement, on est confronté à des pathologies que l'on nomme encore tropicales. Ça peut être du paludisme, ça peut être des arboviroses de type dengue, chikungunya, Zika. Ça peut également être des problèmes de dermatose tropicale qui est assez fréquent, et plus rarement des pathologies tropicales un petit peu plus rares, je dirais pour le voyageur, peut-être un peu moins pour les migrants, à type de onchocercose, de l'oase, de filariose, etc. Ce qui est important dans cette prise en charge des patients, et Jean-Claude Malugera l'a évoqué juste avant, c'est d'avoir des outils diagnostiques qui permettent d'identifier la maladie, ou en tout cas le pathogène responsable de la maladie. On voit bien que c'est la démarche souvent initiale qui nous permet d'adapter un traitement sur ces pathologies. Donc,
de disposer des outils diagnostiques pour chacune des maladies, voire d'outils diagnostiques qui permettent de tester plusieurs maladies, comme des pan-coronavirus, comme des pan-arbovirus. C'est très utile et très appréciable dans ce type de consultation parce qu'on gagne du temps et on va vers une prise en charge plus rapide. Donc là, on parle au niveau français, mais vous imaginez bien que ce type d'outil diagnostique est essentiel pour les pays à ressources limitées. Et on travaille tous un peu à des renforcements des capacités de nombreux pays qui sont un petit peu en retard sur les systèmes de santé. Et c'est très important d'aller développer ce genre d'outils diagnostiques. Voilà. Vous avez parlé de pan-coronavirus. Est-ce que vous pourriez juste redéfinir ce que c'est? En fait, Jean-Claude l'a évoqué, c'est qu'il y a plusieurs virus qui appartiennent à la famille des coronavirus. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir, sur un même prélèvement, tester les différents coronavirus d'une même famille pour affiner le diagnostic. On a vu que là, il y a eu une émergence de SARS-CoV-2 avec la pandémie de Covid, mais il y avait eu, il y a plus d'une quinzaine d'années, le SARS-CoV-1 qui avait donné lieu à aussi une épidémie sur plusieurs continents. Donc voilà, c'est important de bien identifier le virus par ce type d'outils diagnostiques quand il y a plusieurs virus. Pour la dengue, par exemple, on a plusieurs sérotypes et on a 4 sérotypes différents qui sont importants à connaître lors d'un diagnostic parce que l'infection avec l'un peut, s'il y a une réinfection, provoquer une maladie qui est un petit peu plus grave. Donc, voilà, au plus on va avoir de détails sur le diagnostic du pathogène, au mieux ça va être pour la prise en charge future des malades. Merci beaucoup. Donc, on a pu voir que vos différentes expertises et domaines de recherche sont distincts, mais complémentaires et qui se retrouvent dans le concept du One Health. Mais alors, le One Health, on en parle depuis le début de la conférence, mais qu'est-ce qu'il englobe? Payal, je crois que tu as quelques éléments de réponse à ce sujet. Alors, merci Suzanne, mais pour être franche, nous n'avons toujours pas parlé du One Health tout de suite, car je pense qu'il est nécessaire d'aborder les problématiques liées à l'émergence des épidémies avant de parler même de One Health. Donc, messieurs, diriez-vous que nous observons de nos jours une augmentation de la fréquence des épidémies? Si oui, dans vos domaines, quels en sont les indicateurs? Oui, effectivement, quand on regarde le nombre d'émergences, d'événements d'émergence depuis 40 ans, on voit qu'ils augmentent très très fortement. On recense à peu près aujourd'hui 4 fois plus d'épidémies aujourd'hui que dans les années 80. Alors bien sûr, les moyens de détection ont énormément évolué, et heureusement, mais la tendance, même si on corrige quelque part par ce qu'on appelle le biais d'échantillonnage, le fait qu'on est beaucoup plus capable aujourd'hui de voir des épidémies qu'avant, on voit quand même qu'on a une augmentation. Après, il y a la question des facteurs, mais ça, je pense qu'on y reviendra. Le point qui est, je pense, aujourd'hui très, très important, c'est que la connectivité aussi des différentes populations humaines a beaucoup changé. Et ce qui fait qu'avant, quand on avait une petite épidémie quelque part, ça pouvait presque passer inaperçu parce que ça ne posait pas un danger pour la planète entière. Aujourd'hui, on voit, enfin, l'augmentation de la connectivité a été croissante. Le nombre d'épidémies a aussi croît de façon importante. Donc, les deux ensemble, ça fait qu'on a un cocktail parfait pour voir justement des épidémies qui se propagent beaucoup plus dans l'espace. On l'a vu avec le Covid-19, on est passé d'une dizaine de cas de pneumonie en Chine en décembre 2019 à la quasi-totalité du monde en confinement à peine 4 mois plus tard. Donc, on voit aujourd'hui ce que la connectivité mondiale peut faire. Donc, il y a les deux choses. Il y a effectivement une augmentation claire du nombre d'événements d'émergence qui sont aujourd'hui beaucoup mieux surveillés qu'avant. Et le fait que ces émergences, elles restent maintenant, elles ont beaucoup plus de potentiel pour ne plus être que locales, mais commencer à devenir nationales, régionales, voire internationales et provoquer des pandémies. Donc, il y a ces deux choses-là qui concurrent un peu de façon conjointe.
Vous avez un avis à partager? Je vais continuer, on va reprendre dans l'ordre d'apparition. Historiquement, l'attention des autorités sanitaires internationales vers les maladies infectieuses émergentes, ou vers les zoonoses à potentiel pandémique, peut être datée de la fin des années 1970 avec à la fois l'émergence du virus Ebola et la déclaration prématurée de la fin des maladies infectieuses par l'OMS suite à l'éradication de la variole, c'est-à-dire que Ebola, puis ensuite le sida, a fait prendre conscience du fait qu'il y aurait d'autres maladies infectieuses et qu'elles viendraient sans doute donc ce qu'on appelle les réservoirs animaux. Et donc, ça a conduit effectivement les autorités sanitaires internationales, puis ensuite nationales, à porter davantage d'attention à ces phénomènes d'émergence. Donc, il y a effectivement un biais de surveillance accrue qui favorise donc l'augmentation du nombre d'épidémies détectées. Et en même temps, on peut comprendre que globalement, le nombre d'épidémies d'origine animale a sans doute augmenté pour une raison, c'est le nombre d'animaux sur la planète, et notamment d'animaux domestiques, qui sont élevés pour la consommation humaine dans des infrastructures d'élevage à la fois très sécurisées, très standardisées, mais aussi assez favorables pour la mutation des pathogènes, si les pathogènes rentrent dans des fermes industrielles. Et donc, vous posiez la question sur les indicateurs. Alors, pour un anthropologue, on n'utilise pas beaucoup les indicateurs, à la différence des épidémiologistes. Mais la notion d'indicateur envoie une notion importante pour les anthropologues, qui est celle d'anthropocène. Alors, c'est une notion qui a été proposée par les géologues, qui cherchent justement les indicateurs de l'impact de l'espèce humaine, à la fois sur la planète et puis sur les autres espèces. C'est une notion qui a été proposé justement pour repérer l'augmentation du dioxyde de carbone producteur de gaz à effet de serre sur la planète à partir de 1950. Et effectivement, les chercheurs qui discutent autour de la notion d'anthropocène prennent l'augmentation exponentielle du nombre d'animaux à élevage domestique dans les années 1960-70, ce qu'on appelle la révolution du bétail, donc en anglais Livestock Revolution, comme un indicateur de l'anthropocène. Donc, parce qu'effectivement, on voit au niveau de la planète le nombre de traces au niveau fossile, aussi d'ossements d'animaux qui sont plus fragiles du point de vue du squelette, est un indicateur de leur transformation par l'humain et aussi donc de leur possible exposition à des pathogènes. Et donc, effectivement, en termes d'indicateurs, on peut considérer que ce tournant des années 60-70, où la biomasse des animaux domestiques est devenue bien supérieure à la biomasse des animaux sauvages, a eu un impact sur le nombre d'épidémies qui venaient des animaux domestiques, puisque, encore une fois, l'élevage domestique est un facteur d'amplification de pathogènes qui émergent chez les animaux sauvages. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous définir c'est quoi le réservoir d'animaux? Puisque vous en parlez. Alors, les réservoirs d'animaux, c'est donc une espèce, et plus généralement aussi une zone géographique, hein, mais disons un écosystème dans lequel des espèces animales reproduisent de façon naturelle et permanente un pathogène, donc qui mute souvent, le plus souvent de façon asymptomatique, et qui va ensuite donc se transmettre aux humains en causant une zoonose. Donc, par exemple, les oiseaux sauvages, notamment aquatiques, sont un réservoir pour les virus de grippe, et puis les chauves-souris sont un réservoir pour les coronavirus. Que pensez-vous, M. Manu Guerra, sur ce que M. Keck vient de dire, vous qui travaillez sur les interactions hôtes pathogènes? Est-ce que vous avez des éléments à ajouter? Non, je crois que l'essentiel a été dit. En fait, ce qui est très important pour le saut de barrière d'espèces, c'est la diversité virale. Ce qui veut dire que, en fait, lorsqu'on a des virus dans un individu, à fortiori dans plusieurs individus, mais dans un individu, on a en fait une population de virus qui sont un peu différents les uns des autres,
parce qu'en fait, dans leur génome apparaissent des mutations au hasard. Et en fait, dans ce cocktail-là, il peut y avoir des mutations qui vont favoriser l'adaptation à un environnement différent, et notamment à un autre différent. Donc la diversité génétique est un facteur important pour le saut de barrière d'espèces, donc pour le passage d'un hôte à un autre. Et la diversité génétique, elle dépend de deux choses principales. D'une part, de la plasticité génétique des virus, c'est-à-dire de leur capacité à varier génétiquement. Alors, ça peut se faire soit par l'accumulation de mutations, soit par des délétions, des morceaux de génome qui vont disparaître. Ça peut être aussi par des phénomènes de recombinaison, comme on a chez le coronavirus ou chez les poxvirus, ou des phénomènes de réassortiment, c'est-à-dire de mélange de deux virus pour en donner un troisième par assortiment de gènes. Voilà. Donc, c'est la plasticité génétique qu'on a observé, notamment dans le SARS-CoV-2, mais de façon assez inattendue aussi pour le monkeypox récemment, avec une vitesse d'évolution supérieure à ce qu'on avait vu précédemment, que c'est un élément important. Le deuxième élément, c'est la taille des populations virales. Et la taille des populations virales est dépendante de la taille des populations hôtes. C'est ce que vient d'être dit par mon prédécesseur. Et donc, comme cela vient d'être dit, l'accroissement de la démographie humaine, qui est accompagné d'un accroissement de la démographie des animaux domestiques, entraîne l'existence d'un pool d'hôtes beaucoup plus grand pour les virus. Et donc, on a là de quoi alimenter et favoriser le passage de la barrière d'espèces. Dans les autres indicateurs, je dirais plus terre à terre sur les émergences, je crois qu'on peut noter une accélération et un nombre plus important depuis l'entrée en vigueur du nouveau règlement sanitaire international en 2009 de la déclaration de phénomènes épidémiques d'ampleur internationale déclarés par l'OMS. Ça donne déjà un indicateur assez simple et on a vu que ça s'est multiplié à la fois critiqué quelquefois trop rapide ou trop lent, mais on l'a vu en 2009 pour le H1N1 pandémique, on l'a vu en 2014 pour Ebola en Afrique de l'Ouest, puis 2016 pour Zika, puis, je ne sais pas si on est entre-temps, puis SARS-CoV-2 évidemment. Donc, on a ici un indicateur facile à appréhender. Merci beaucoup pour votre réponse. Alors, si j'ai bien compris, on parle ici d'une pression anthropique. Oui, en pression anthropique, bien sûr, puisque la démographie humaine est une pression anthropique. Les animaux domestiques sont le résultat d'une activité humaine. Et puis, il y a des études intéressantes. Par exemple, Nicolas Berthet, qui a beaucoup travaillé avec l'Institut Pasteur de Bangui, avec Amenal Nakouné, a fait une analyse des génomes des monkeypox donc en République centrafricaine sur 18 ans, je crois. Et ce qui est intéressant, ça peut être une preuve, mais c'est une indication relativement intéressante à creuser, c'est qu'en fait, les émergences, alors, elles sont toutes indépendantes les unes des autres. C'est à chaque fois des émergences zoonotiques qui se terminent et qui n'ont pas de durée, comme on l'a vu, comme on le voit dans d'autres, pour le SARS-CoV-2 par exemple, et que ces émergences sont chronologiquement reliées aux périodes d'instabilité politique du pays. Donc là, c'est un indicateur qu'un certain nombre d'activités, l'élevage notamment, mais pas seulement, notamment les conflits, peuvent être des facteurs déclenchants ou favorisant les émergences. D'accord. Donc, vous nous aviez parlé ici d'une surpopulation des animaux domestiques, mais on entend aussi beaucoup parler de l'extinction des espèces, notamment due à la pression anthropique, comme vous venez de dire. Et sachant que la santé animale, c'est une problématique assez importante du monde reste, je trouve qu'il est important d'en parler ici. Pourquoi il est important de préserver les espèces aussi d'un côté? Enfin, on vient de parler que la surpopulation, ça a provoqué des mutations, des épidémies, etc. Enfin, la surpopulation des animaux domestiques. Mais de l'autre, c'est important de voir que la perte d'une biodiversité, ça peut être aussi à l'origine d'une fréquence, enfin, d'une augmentation des épidémies. D'abord, parce que l'augmentation du nombre d'animaux domestiques est liée à une activité humaine une activité humaine qui, dans beaucoup d'endroits, est de nature industrielle. Donc, on est là dans une dynamique qui n'a rien à voir avec la régulation naturelle.
Premièrement. Deuxièmement, la biodiversité est importante à nombreux égards. Une des importances de la biodiversité, c'est qu'en fait, c'est ce qu'on appelle la théorie de la dilution, c'est-à-dire que plus on a d'espèces entre nous et des espèces qui sont éventuellement porteuses de pathogènes, plus le saut direct, plus le saut est indirect et improbable. Et donc, c'est un peu l'idée, à côté de tous les autres problèmes causés par la perte de biodiversité. C'est une des hypothèses, mais en avant une des théories, on va dire. Merci beaucoup, c'est très intéressant ce que vous venez de dire, mais comme on a un petit timing à tenir, on va avancer dans les questions suivantes. Merci beaucoup en tout cas. Alors, nous avons vu que dans l'ensemble, que la fréquence des épidémies, enfin, ça a augmenté et leur incidence augmente aussi fortement. Maintenant, nous allons aborder la question du ventresse, justement, puisque c'est le cœur du sujet. Donc, on a parlé des épidémies, ça augmente, tout ça c'est important, mais le ventresse en quoi, depuis quand ça a été apparu et depuis quand vous en parlez-vous dans vos disciplines? La notion de One Health, je pense qu'on peut la faire remonter au début des années 2000, le concept en lui-même, peut-être un peu avant. C'est des chercheurs qui s'étaient penchés sur la question de la multidisciplinarité, de la multi-programmation entre le monde de la santé animale, de la santé humaine, de la santé environnementale. C'est resté un concept voilà, un petit peu théorique pendant de nombreuses années, sauf pour les gens qui travaillaient vraiment dessus, et notamment dans le monde animal, je pense. Mais je crois qu'il y a eu une vraie prise de conscience au niveau politique, hein, je pense, avec la Covid, hein, qui nous a tous impactés dans nos activités. Je pense que les politiques eux-mêmes ont pris conscience de l'importance d'avoir un travail global pour une santé globale sur le sujet avec l'émergence du SARS-CoV-2. On a bien vu hein, toutes les questions qui se sont posées, qui ne sont pas encore résolues, hein, sur l'émergence du SARS-CoV-2, les histoires de marché, les histoires de laboratoires, de gains de fonction, de virus, etc. Donc, voilà, je pense que toutes les personnes présentes ici travaillent sur le sujet One Health depuis très très longtemps, mais au niveau global, on a eu une autre dimension qui a évolué. On voit les grands programmes qui ont été lancés, notamment par la France. Je pense au programme Présode, Benjamin pourra en parler, au programme sur la recherche sur les maladies infectieuses émergentes au niveau de la NRS. Cette dimension One Health est très, très affichée. J'étais ce matin avec une réunion avec l'AFD, l'Agence française de développement, qui est sur la même ligne. Donc, ils ont une volonté que tout le monde, toute l'équipe France, entre guillemets, travaille sur le sujet, et on sent bien l'importance de cette thématique. Donc, voilà. Maintenant, il faut transformer la prise de conscience politique en des actions très concrètes. Et c'est à travers les projets que chacun dans nos domaines allons développer, où on va pouvoir mettre en application voilà, cet aspect, où ça peut être de la surveillance intégrée sur les questions d'eau usée, d'environnement, sur le monde animal, la surveillance humaine, pour essayer d'améliorer justement la détection des phénomènes émergents avant une transmission interhumaine qui s'est installée. Donc, voilà ce que je pourrais dire à ce stade-là de la conférence. Monsieur Roche, quand est-ce que vous avez entendu parler du concept One Health dans votre domaine d'études, de votre travail? En fait, je pense que dès que j'ai commencé à faire de la recherche, je ne suis pas si âgé que ça, donc c'était à peu près au début des années 2000, comme le disait Eric, où effectivement il commençait à y avoir une prise de conscience. On voyait le nombre d'émergences de zoonoses qui commençait à augmenter, certains virus qui avant étaient très confinés dans certaines espèces animales qui commençaient à sortir et à toucher de plus en plus l'homme. Donc ça, je pense que le papier un peu fondateur, je pense que c'est un papier qui a été fait en 2001 dans la revue Nature, qui a un peu posé les bases de ce contexte-là. Je pense qu'un des points, c'est un peu ce que disait Jean-Claude juste avant, c'est que en fait l'effet de dilution, moi ça fait à peu près depuis que je suis dans la recherche que je travaille là-dessus,
ça a montré qu'en fait, c'est pas que les espèces animales qui transmettaient qui étaient importantes à considérer. Le fait qu'elles ne transmettent pas, bah, du coup, elles peuvent bloquer la transmission et du coup, elles sont aussi importantes à considérer. Et du coup, on change un peu d'approche quand on pense à ça. Avant, on cherchait le moustique le plus compétent, l'espèce animale la plus compétente, comment ça touchait l'homme, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que ce qu'il y avait autour, ça avait aussi un impact. Et ça, du coup, voilà, on n'est plus juste sur les big players, comme on dit, mais on est sur l'environnement de ces big players. Et, euh, et donc, du coup, après, il y a eu beaucoup d'évolution quelque part. Il y a eu, donc, au début, c'était One Health. Alors, One Health, au tout début, c'était vraiment la santé humaine, la santé animale. Si je caricature un petit peu, c'était les médecins et les vétérinaires. Et puis après, il y a eu une multitude, probablement trop d'ailleurs, de termes qui ont commencé à émerger, Eco-Health, Planetary Health. Chacun avait un peu sa niche, si j'ose dire. Et ce qui a pu paraître des fois aussi un peu une espèce de débat un peu sémantique entre experts, pas très intéressant. Donc, ce qui a pu perdre un peu, je pense, quelquefois, et le grand public et la communauté scientifique. Puis, je suis d'accord avec Eric, je pense que vraiment le point qui a fait basculer, c'est le Covid-19, où on s'est dit, ah ouais, mais ça, quand on regarde les données, on voit qu'effectivement, trois quarts des maladies qui émergent chez l'homme, ce sont des zoonoses. On voit que ça suit parfaitement le déclin de la biodiversité, le commerce d'animaux sauvages, etc. Il y a quelque chose à regarder là, ça c'est clair. Alors du coup, les politiques ont essayé de mettre ça sous le chapeau One Health, qui était un peu le premier terme, qui n'était pas forcément le plus inclusif, mais qui était un peu le premier terme qui avait été mis en avant, mais avec vraiment une volonté d'inclure cette fois-ci vraiment le compartiment environnement, qui est vraiment, pour moi, primordial, et avec vraiment une avancée. Effectivement, il y a Présode sur la France qui a été lancé en 2020, mais Predict aux États-Unis a été lancé il y a plus de 10 ans maintenant avec un peu cette idée. C'était différent, mais il y avait un peu déjà cette idée-là. Il y avait plein d'autres projets avant ça. Et maintenant, les organisations internationales, l'OMS, la FAO, l'OMSA, l'UNEP, justement, se mettent ensemble pour créer des groupes de travail. Il y a le conseil d'experts au niveau One Health qui est justement sous l'égide de cette quadripartite. Il y a le SAGO aussi, je crois que Jean-Claude en fait partie. Donc, il y a tout un tas de comités vraiment internationaux One Health qui commencent à se mettre en place sous l'égide de l'OMS et aussi d'autres organisations internationales. Donc, ça montre que ce concept a vraiment maintenant un poids et est accepté au niveau politique. Et c'est, je pense, ce déclic-là aussi qui pouvait manquer pour opérationnaliser un peu cette recherche et que ça sorte du champ théorique pour que ça devienne vraiment concret. D'accord. Merci beaucoup pour votre réponse. Alors, globalement, on a vu que le concept de One Health, il existe depuis bien longtemps et qu'il est nécessaire de prendre en compte ce concept pour prévenir de nouvelles maladies. Mais comment mettre en œuvre tout cela? Et c'est ce que nous allons tenter d'explorer avec Hortense. Maintenant qu'on a à peu près parlé un peu du One Health présenté en quelques lignes, on va justement continuer sur ce que vous étiez en train de présenter. Donc, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui à notre disposition pour notamment anticiper et prévenir les épidémies? Comme vous avez dit, et notamment M. Roche, avec la notion d'un déclic, on peut voir que la pandémie de Covid a notamment été un de ces déclics, parce qu'on maintenant, le grand public, je pense notamment, veut à tout prix essayer d'éviter qu'un tel événement se reproduise. Et je vais citer notamment quelque chose qui a été dit par l'IPBES, donc la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, qui dit que le coût de la prévention et de la réduction des risques est 100 fois moins élevé que le coût de la réponse à de telles épidémies, de telles pandémies. Vous avez déjà mentionné donc quelques structures où vous portez quelques actions. Et pouvez-vous nous en parler un peu plus, notamment Monsieur Roche, sur Présode? Juste sur Présode et sur l'IPBES, parce que j'étais dans ce groupe de travail qui a écrit ce rapport sur biodiversité et pandémie. Effectivement, on voit que la prévention est beaucoup plus efficace d'un point de vue économique que le contrôle. Et bien sûr, d'un point de vue sanitaire aussi. Après, je pense que c'est vraiment important aussi de ne pas opposer les approches.
parce qu'il faut, il y a vraiment, je pense, 3 piliers face à ce genre de choses. Je sais pas trop monopoliser la parole, mais il y a vraiment le côté contrôle qui est extrêmement important, où il faut développer des thérapies, il faut développer des vaccins, il faut mettre en place de la modélisation mathématique pour comprendre comment mettre en place ces interventions non pharmaceutiques. Il y a tout un pan, là je dis juste les 2, 3 grandes choses qui me viennent en tête, mais il y a tout un pan sur le contrôle qu'il faut absolument mettre en place. Il y a tout ce qui est sur la préparation, parce qu'on sait que d'autres pandémies vont arriver, donc il faut être mieux préparé. On a vu avec le Covid que il y avait possibilité de faire mieux. Donc il faut arriver à mieux se préparer, mais il faut aussi essayer de prévenir. C'est-à-dire prévenir, ça veut dire éviter que les populations humaines soient exposées. Et c'est sur ces 2 derniers aspects que l'initiative Présode a été lancée, donc par le président français il y a maintenant quasiment 2 ans. C'est une initiative internationale, il y a 16 gouvernements et 180 institutions. Et le but, c'est d'arriver vraiment à développer, à renforcer les systèmes de surveillance One Health un peu partout dans le monde. Eric parlait de l'AFD, on travaille beaucoup avec l'AFD, mais pas que. Il y a aussi avec son équivalent américain, il y a avec les différentes institutions internationales, et arriver à concevoir des stratégies de gestion des écosystèmes qui permettent de diminuer le risque d'émergence de zoonoses. Il y a des travaux déjà qui sont en cours là-dessus. Moi, j'emmène personnellement au Mexique, il y en a qui se font en Thaïlande, au Laos, en Afrique centrale. Enfin, il y a beaucoup de projets comme ça. Et l'idée de Présode aussi, c'est de faire un peu, de reposer un peu sur ces exemples qui fonctionnent pour justement monter un petit peu en échelle et vraiment mettre en place des stratégies de prévention à l'échelle internationale. Et ce qui est très important, c'est qu'il faut que ce soit à la fois pensé à un niveau local, mais que ça s'articule à une échelle internationale. Parce que ce qu'on développe au Mexique, bien sûr, ne va pas être directement applicable au Gabon ou au Laos, parce que ce n'est pas du tout les mêmes contextes, etc. Donc, il faut vraiment se nourrir des expériences mutuelles les unes des autres. Et l'idée de Présode, c'est aussi de mettre en contact, en réseau, un petit peu ces différents points pour justement arriver à monter un petit peu en échelle sur ce type de prévention. Et un dernier point, juste avant de laisser la parole à mes collègues, c'est que un des points sur lesquels on a quelque part beaucoup de mal avec l'initiative Présode, mais pas que, sur le côté prévention, c'est que par définition, on empêche quelque chose d'arriver. C'est pas comme le contrôle où on a un problème, on a une solution, on essaie de régler le problème. Là, on essaie d'éviter que le problème arrive. Et du coup, c'est beaucoup moins visible. Et ça, quand on va voir les grands financeurs et qu'on leur dit, ben, voilà, on va développer ça, ça va empêcher une pandémie d'arriver. Il n'y a pas de pandémie qui arrive, mais les financeurs peuvent nous dire, oui, mais on n'aurait rien fait, ça aurait été pareil. Donc, il faut arriver à quantifier justement à quel point ces stratégies de prévention sont efficaces. Et une des choses qu'on est en train de développer justement entre Présode et l'OMS, c'est de développer un groupe de travail sur identifier des indicateurs quantitatifs de risque d'émergence de zoonoses pour pouvoir dire ensuite, avec cette stratégie de prévention, le risque, il était là, on l'a fait arriver ici. Pardon, vous ne voyez pas avec le monde virtuel, mais l'idée, c'est d'arriver à quantifier justement cette réduction du risque que les stratégies de prévention peuvent mettre en place. Et ça, voilà, il y a tout un corpus, il y a toute une façon de penser différente, et c'est un peu ce que l'initiative Présode essaye de faire. Ça, c'est notamment l'initiative Présode. J'ai vu que M. Keck veut interagir. Oui, je voulais répondre à votre question sur les outils d'action et d'intervention en revenant un peu sur la question précédente sur l'historique de One Health. Parce que donc, dans mon cas, j'ai découvert One Health en 2005-2006, c'est-à-dire le moment où le mot d'ordre a été formulé au niveau international par la Wildlife Conservation Society, donc une association de défense de la faune sauvage et notamment des oiseaux aux États-Unis, mais qui a eu une action pour coordonner donc l'Organisation mondiale de la santé animale, l'OIE, l'Organisation de l'ONU en charge de l'alimentation, la FAO, et puis bien sûr l'Organisation mondiale de la santé, autour de la surveillance de la diffusion de la grippe aviaire. Donc 2005, c'est l'année où le virus H5N1 passe de l'Asie vers l'Europe. Et j'avais rencontré d'ailleurs, donc à Hong Kong où je faisais mes recherches, j'avais rencontré William Kawesh, qui était le président de la WCS et qui m'avait expliqué One Health, et ça me paraissait un concept tout à fait porteur. Et il faut rappeler que ce n'est pas seulement donc des vétérinaires qui portent le One Health, parce qu'en France, ça tend à prendre un peu
une dimension un peu corporatiste entre les médecins et les vétérinaires, c'est aussi des écologues et puis bien sûr des épidémiologues, des ornithologues. Donc, et puis, ça appelle des anthropologues pour justement comprendre la dimension humaine de ces facteurs de transmission. Donc c'est vrai qu'au début, One Health, c'était très international. C'était vraiment au niveau des grands congrès. Voilà, il y en avait un à Sharm el-Sheikh, où il y a la COP en ce moment. Il y en a eu plein, des grandes rencontres entre 2005 et 2010. Hein. Pour considérer que la pandémie de H1N1 en 2009 a quand même fait un peu retomber l'élan autour de One Health, parce qu'on peut dire que c'était un échec aussi de ces stratégies de surveillance et de préparation. Alors ensuite, j'ai été impliqué dans des dimensions One Health au niveau européen. Et là, on peut dire que ça a été beaucoup porté par des Hollandais, des Anglais, mais vraiment en fédérant tout ce qui se passait au niveau européen, autour de l'idée justement de mieux anticiper des pathogènes qui pouvaient arriver en Europe. Et là, j'étais plus impliqué dans une dimension d'enseignement. Donc, je pense que c'est vraiment au tournant des années 2010 que One Health est rentré dans les facultés de médecine, d'école vétérinaire, peut-être de sciences environnementales. Donc c'est aussi une façon de faire de l'enseignement interdisciplinaire. Et puis, ce que j'observe avec le Covid, c'est qu'on descend en quelque sorte d'un niveau, donc non plus le niveau international comme en 2005, et pas seulement le niveau européen comme en 2010-2015. Mais là, on voit que c'est vraiment les territoires qui s'en emparent. On voit les villes, les régions lancer des initiatives One Health. Par exemple, voilà, les mairies dirigées par des maires écologistes qui vont lancer des programmes de surveillance de la faune sauvage, qui se demandent voilà, si on voit des chauves-souris dans la ville de Lyon, est-ce que c'est dangereux? Et c'est important parce qu'effectivement, ça permet aux citoyens de s'approprier toute cette information qui était produite jusque-là quand même par des experts au niveau international ou au niveau justement européen. Ou continentale, et donc aussi d'avoir une dimension plus territoriale. Je pense que on est vraiment à ce moment où One Health permet à chacun de mieux connaître un peu l'écosystème dans lequel il vit et à comprendre un peu les risques justement de transmission, pas seulement au bout du monde, parce que c'est quand même effectivement le point de départ de One Health, de dire attention, ça vient de l'étranger, ça vient de la Chine, ça vient d'Afrique, mais vraiment autour de soi. Et juste pour finir, enfin une notion que moi j'ai beaucoup développée dans mes travaux, je viens de la question sur les moyens d'action. C'est la notion de sentinelle, donc c'est l'idée que il y a des espèces justement qui vont donner des signaux d'alerte pour la transmission des pathogènes. Donc, ça a été beaucoup le rôle des oiseaux sauvages, justement, dans le sud de la Chine. Mais il y a aussi des territoires sentinelles, et ça a été ça a été longtemps le rôle de Hong Kong. Mais il y a aussi des territoires comme le Gabon, en Afrique, où il y avait une surveillance plus intense. Donc, ça permettait de voir ce qui circulait de façon plus large et plus invisible sur des continents. Et là, on est dans un moment assez intéressant où il y a toute une pluralité de territoires qui se redéfinissent comme des sentinelles. Et donc, ça concerne aussi des territoires en France. Je pense par exemple autour de la grippe aviaire aujourd'hui qui est devenue vraiment endémique et qui est plus quelque chose qui vient de loin. Donc voilà, c'est un des moyens d'action de One Health, c'est de redéfinir le territoire comme une sentinelle. Et est-ce qu'on peut considérer toutes ces initiatives comme des sentinelles aussi? En fait, on peut pousser le concept très loin et dire que face aux maladies infectieuses émergentes, nous sommes tous des sentinelles, mais disons que si on dit que l'OMS est une sentinelle ou qu'un programme d'enseignement One Health au niveau européen est une sentinelle, c'est un petit peu métaphorique. C'est important pour faire prendre conscience aux étudiants et aux experts de leur rôle. Bon, moi, j'ai écrit, par exemple, que les journalistes ont un rôle de sentinelle parce que il faut bien rappeler quand même que dans toute cette histoire, la possibilité d'écrire des papiers dans des journaux sur la circulation des virus dans des élevages de volailles ou dans des réserves naturelles, c'était pour les journalistes, ça les a passionnés. Donc, en ce sens, les journalistes sont des sentinelles. Donc, oui, on peut dire que nous sommes tous sentinelles. Mais quand même, pour garder le sens un peu original, sentinelle, c'est un peu comme le soldat sur la première ligne de front. Donc, il faut un front et un arrière-front, et puis il faut un ennemi aussi en face. Il faut quand même définir des territoires. Donc, il faut une frontière. Et donc, ce qui est important dans One Health, c'est justement comment ça
ça redéfinit les frontières. Donc, pas seulement au niveau global, mais aussi au niveau vraiment local. On pourra en reparler plus tard dans la conférence où Sidonie va nous présenter donc, les formations et comment ça se passe dans le futur et comment on l'espère que ça se passera. Mais en ce moment, sur les différentes initiatives qui existent, je pense notamment à M. D'Ortenzio qui définit son rôle comme coordinateur donc de stratégie à la NRS pour les maladies infectieuses et émergentes. En quoi votre mission se passe-t-il? Est-ce que toutes ces structures que vous venez de citer, notamment M. Manugara, que vous n'avez pas cité, mais si vous voulez intervenir, agissent ensemble ou bien il y a un intérêt pour multiplier les initiatives ou juste un travail sur l'interaction entre les différentes initiatives? Oui, alors merci peut-être pour illustrer votre question. On peut partir de projets concrets parce qu'il y a un élément là qui fait le lien un peu entre ce qu'a dit Benjamin sur la séquence prévenir, préparer, contrôler sur les différentes initiatives. C'est quand même que pour réussir à faire tout ça, il faut qu'il y ait un système de santé, que je parle de santé humaine, animale ou environnementale, hein. Il faut quand même qu'il y ait un système de santé qui soit en capacité de travailler, de détecter un pathogène, qui soit en capacité de répondre en termes d'essais cliniques, peut-être. En fait, il y a cette notion qui est vraiment importante parce qu'il y a beaucoup de pays encore qui n'ont pas ces capacités à répondre. Je prends un exemple parce qu'on travaille en commun avec l'IRD et l'Institut Pasteur sur la surveillance génomique des pathogènes émergents. Et c'est un bon exemple parce qu'on a réussi avec les trois institutions, la NRS, INSERM, IRD et Pasteur, à construire un projet qui justement va aller appuyer, renforcer des laboratoires dans des pays qui n'ont pas encore des capacités à niveau pour permettre de mieux détecter et de mieux séquencer les virus émergents ou réémergents. C'est très important parce qu'avec le séquençage, on peut mieux comprendre et mieux mettre après en application ou contrôler parce que ça va nous servir pour la composition des vaccins, par exemple. Ça va nous servir à mieux comprendre la diffusion d'un pathogène. Ça va nous servir aussi à comprendre pourquoi il y a différents variants qui ont circulé. Et tout ça, toute cette phase de contrôle et de prévention, elle ne peut se faire que si tous les États sont en capacité finalement. On l'a vu, l'Afrique du Sud a identifié le variant Omicron, par exemple. Bon, si un variant était sorti d'un autre pays qui n'a pas de séquenceur, parce qu'il y en a encore des pays qui n'ont pas les capacités de faire du séquençage génomique, eh bien, on voit qu'on est un peu aveugle. Donc, c'est vrai qu'à l'agence, on a aussi, au-delà des missions de recherche et de financement de la recherche, on est très sensible à ce volet de renforcement des capacités des systèmes de santé pour faire monter en puissance tous les États. On ne peut plus se permettre maintenant, il y a un papier qui est sorti récemment sur la disparité globale en termes de génomique, et on voit que quand on regarde les bases de données publiques où sont déposées les séquences, les pays à haut revenu tiennent la barre haute, alors que les pays à bas revenu séquencent un très faible pourcentage des cas de pathogènes. Donc, il faut qu'on rétablisse, il faut que globalement, la communauté internationale rétablisse ces disparités, parce que sinon, là, une émergence dans un pays qui est instable, avec des conflits, où on n'a pas d'accès aux soins, pas d'accès à la surveillance, eh bien, on va encore tomber sur le coup d'un pathogène qui va émerger, qui va diffuser, et ce sera déjà trop tard. Donc, vraiment, c'est très, très important d'avoir cette démarche-là, et c'est ce qu'on essaye d'avoir aussi à la NRS. Mais avec les collègues, hein, tout le monde est sur ce volet-là. Hein. Je vous citais un projet qui est commun. Donc, merci beaucoup. Donc, l'intérêt du séquençage génomique des virus est-il pour anticiper des traitements sur les maladies infectieuses, ou bien c'est pour reconnaître des virus? C'est quoi l'intérêt de séquencer?
c'est global en fait. Hein. C'est important pour le vaccin. On le voit là avec l'arrivée d'Omicron. Les industries pharmaceutiques sont en train de réadapter la composition des vaccins pour qu'ils soient plus efficaces dans la prévention des formes graves avec les nouveaux variants, alors que les premiers vaccins avaient été développés avec la souche originelle de Wuhan en Chine. Ça va être utile pour les traitements, effectivement, notamment pour les anticorps monoclonaux, dont on a pas mal parlé. Et donc, ces anticorps monoclonaux, ils sont spécifiques aussi sur certains variants des différents virus. Ça va être important peut-être pour les mesures de santé publique. Peut-être que la transmission aérienne d'un virus va changer par rapport à sa séquence génétique. Donc vraiment, c'est d'une importance essentielle en fait dans les interventions pharmaceutiques, mais aussi dans les interventions non pharmaceutiques pour le contrôle des maladies. C'est aussi pour comparer aussi. Hein, donc là, les virologues qui sont là vont mieux en parler que moi, mais voilà, pour moi, c'est un élément essentiel pour un contrôle global et pour développer des outils de contrôle. Je vois. Monsieur Manigara, j'allais vous demander. Oui, parce que je vais être un petit peu pessimiste, ou en tous les cas, espérer que les choses ne soient pas comme dans le passé. On a, après le SRAS en 2003, effectivement, vu combien on était démunis vis-à-vis de molécules thérapeutiques contre le nouveau virus. Et puis, à cette occasion, sous l'impulsion des Canadiens notamment, s'est créé le Consortium international pour la recherche sur les antiviraux, qui a réuni un certain nombre de scientifiques. Moi, ce n'est pas tout à fait mon domaine, mais j'ai suivi ça, et c'était très prometteur. Le problème, c'est que ça n'intéressait personne, qu'il n'y avait pas de financement, que certains projets, alors certains pour la recherche d'antiviraux ont été prometteurs, mais peut-être qu'il aurait fallu aller plus loin. Il y a des projets comme Visier qui ont permis d'ouvrir la voie, mais finalement, on n'a pas beaucoup de... Et l'idée, c'était de développer des molécules un peu génériques, c'est-à-dire de remarquer, alors beaucoup de travail avec les structuralistes, hein, font la structure des protéines pour remarquer des sites catalytiques communs, dans des virus très différents, par exemple les protéases qu'on trouve dans des virus différents, des coxsackie-virus, et par exemple dans le SARS-CoV-1. Et puis finalement, il n'y a pas assez d'argent, il n'y avait pas d'argent pour un médicament. Voilà, donc c'est une question aussi de moyens. Je pense que également, ce qu'il faut et ce qui a été utile, par exemple, quand il y a eu l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest et quand il y a eu des flambées là, en RDC depuis, c'était bien utile que Merck ait pu appliquer son vaccin basé sur un virus VSV recombinant qui avait été développé par Winnipeg au Canada sur des fonds américains de BARDA. C'est-à-dire qu'en fait, là, ils ont misé sur le développement d'un vaccin qui n'avait pas de marché. C'est ça qu'il faut aussi faire, c'est que probablement que il ne faut pas toujours réaliser en termes de marché, mais en termes de possibilités d'émergence. Et je pense que c'est important. Et par exemple, encore pour terminer, si on prend l'épidémie de monkeypox qui a eu lieu en 2022, on a eu la chance qu'il y a eu des achats et qu'il y a encore eu un vaccin par Bavarian Nordic qui a été fait et qui a été continué grâce au financement contre le terrorisme. Donc, voilà, je pense qu'on a quand même des progrès à faire dans le financement et ne pas penser qu'en termes de marché et de débouchés. Tout à fait. Et je pense que c'est ça surtout qu'on va aborder dans notre troisième partie, notamment parce que on comprend, ce que j'ai compris, c'est que le grand public, on dirait que quand il y a une notion, quand le plus grand public comprend qu'il y a un danger, on dirait qu'il y a plus de financement. C'est le cas? Oui, oui, il n'y a pas que le grand public, les financeurs aussi. Et tout le monde. Pour travailler sur les coronavirus après le SRAS, il a fallu attendre 2012, le MERS, pour avoir des crédits. Oui. Voilà. Oui, clairement, hein, c'est une évidence pour tout le monde, tous les chercheurs et tous les scientifiques qui travaillent sur les émergences.
Donc, avant qu'il y ait la création de l'ANRS, maladie infectieuse émergente, en 1er janvier 2021, suite à la pandémie de Covid, parce que c'est ça qui déclenche la création de cette agence, on travaillait avec un consortium qui s'appelait Reacting, et clairement, on avait énormément de mal à avoir des financements pour financer la recherche sur les maladies émergentes. C'est-à-dire que les politiques, quand il n'y a pas quelque chose de concret à contrôler, eh c'est difficile de leur faire comprendre qu'on a besoin aussi d'argent pour améliorer la connaissance sur des pathogènes émergents. Donc, c'est un point majeur. Et je pense que ce n'est pas fini, hein. On se bat encore beaucoup à l'agence, par exemple, pour avoir ne serait-ce qu'un fonds d'urgence au cas où il y ait une nouvelle émergence. C'est très difficile, hein, de faire comprendre ça aux politiques qui nous donnent de l'argent pour financer. On revient sur ce que M. Roche disait tout à l'heure sur comment prouver que la surveillance et la prévention est-elle efficace. Donc, je vais laisser la parole à Sidonie qui va nous expliquer. On parlera un petit peu plus de ça. Merci beaucoup. Merci Hortense. Donc, tous les projets que vous venez de nous présenter sont conçus différemment. Ils ont cependant tous le même but, concrétiser l'approche One Health. Mais comment accélérer concrètement sa mise en place face à sa complexité? Est-ce que, par exemple, les difficultés rencontrées lors de l'épidémie de Covid-19 ont mis en lumière des pistes à explorer pour améliorer le développement d'une approche One Health? Dans cette partie, on attend vraiment des pistes concrètes. Donc, n'hésitez pas à intervenir et à discuter entre vous. Précédemment, vous avez tous dit que l'interdisciplinarité est une des clés du One Health, mais sa mise en œuvre ne constitue-t-elle pas un frein au développement de ce type d'approche? En même temps, c'est ce qui en fait sa richesse, hein. En même temps, c'est effectivement ce qui a fait sa complexité. Alors, il y a les aspects purement recherche où effectivement, on n'a pas forcément les mêmes indicateurs, les mêmes objectifs, les mêmes façons de valoriser les choses, que ce soit entre voilà, épidémiologie, sciences médicales, anthropologie, etc. Donc, ça peut être un frein sur certains aspects. Après, au-delà de ça, si on veut vraiment l'opérationnaliser, je pense qu'il y a quelque chose qui est encore plus compliqué, c'est l'intersectorialité, où justement il faut travailler avec des acteurs différents, où il y a des ONG qui vont vouloir protéger l'environnement, il va y avoir des secteurs de l'agriculture qui vont vouloir au contraire souvent augmenter leur production. Il y a les surveillances qui se mettent par-dessus. Donc, il faut arriver à ce que tout le monde arrive à se retrouver autour d'une table et à discuter ensemble et pour trouver justement un terrain d'entente quelque part pour que ce soit vraiment implémenté. Parce que les stratégies One Health qui sur le papier marchent, mais qui après sont implémentées en concret, c'est vraiment compliqué. Et c'est pour ça que aussi une approche, je sais pas si on peut dire participative, mais au moins de co-construction avec tous les différents acteurs, est vraiment quelque chose, à mon avis, d'important, vraiment une première étape qu'il ne faut pas négliger pour avoir quelque chose qui, sur le terrain, puisse être implémenté. Si demain, on interdit la déforestation, un exemple un peu caricatural, mais on aura sûrement moins, on peut sur le papier avoir moins de zoonoses, mais dans la plupart des pays où on mettra en place cette interdiction, au bout de 2 jours, elle serait contournée et on reviendra au même, sauf que ça deviendrait illégal au lieu que ce soit contrôlé. Donc vraiment, ce dialogue à l'intérieur des secteurs et entre les secteurs, il me paraît voilà, extrêmement important et vraiment très compliqué à mettre en œuvre. C'est sûr que c'est un challenge de faire travailler tout le monde ensemble, mais en même temps, c'est essentiel. On ne peut pas faire des projets de recherche sur une maladie comme Ebola, par exemple, sans avoir différentes disciplines qui aillent des sciences humaines et sociales, anthropo, recherche médicale, viraux, épidémiaux. Enfin, c'est tellement des pathologies qui englobent des enjeux larges que c'est impensable. Enfin, en tout cas, les gens qui travaillent maintenant sur le sujet l'ont compris. Après, en pratique, c'est vrai que ça peut poser quelques difficultés parce que parfois, c'est des mondes qui sont loin les uns des autres, donc il faut avoir un langage un peu commun, une culture différente. Mais finalement, on l'a vu avec le VIH-Sida aussi. Hein, à l'agence, on a très, très rapidement associé les sciences humaines et sociales sur les aspects de prévention, de traitement du VIH-Sida. Et voilà, il y a une culture qui s'est installée. Donc maintenant, il y a les émergences. Il faut qu'on travaille aussi avec les associations de patients. On ne l'a peut-être pas évoqué, mais c'est important d'avoir la communauté aussi
enfin que ce soit des patients ou de la communauté qui peut être affectée par ce genre de maladie. Il faut les ramener avec nous. On appelle ça l'engagement communautaire. Il faut vraiment que ce soit un travail qui soit déjà accepté par les communautés si on part sur un projet de recherche. Donc, voilà, il y a vraiment tous ces aspects-là qui sont vraiment essentiels. Donc, il faut se battre pour le faire vraiment en pratique. Et parfois, on dit que le plus difficile, c'est de faire travailler les gens ensemble. Mais voilà, petit à petit, on y arrive. Comment faire accepter un projet interdisciplinaire par la communauté scientifique? Je veux bien répondre parce que je suis le plus disciplinairement éloigné de mes trois collègues. Puisque un des enjeux de OneL, c'est de faire travailler ensemble des sciences de la vie et les sciences de l'homme. Et on sait que c'est des cultures scientifiques très différentes, notamment parce que les sciences de l'homme demande plus de temps, on va dire, dans la description d'un phénomène, aussi plus de recul critique. Et donc, c'est assez difficile de faire rentrer le temps de l'émergence et de l'urgence dans les enquêtes de type sociologique ou anthropologique. Donc, moi, une difficulté que j'avais au départ quand j'ai travaillé avec des biologistes, des vétérinaires ou des écologues, c'était comment faire pour ne pas répondre à une demande d'enquête en 3 semaines sur un virus qui est apparu sur des dromadaires dans la péninsule arabique, par exemple. Il fallait pour ça, c'est pas moi qui connais, par exemple, un peu maintenant les relations aux oiseaux dans le sud de la Chine qui pouvaient faire ça. Il fallait trouver des collègues anthropologues qui pouvaient comprendre l'écologie du dromadaire dans la péninsule arabique. Et ça demande des compétences à la fois justement linguistiques, écologiques, sociologiques. Donc ça prend un peu de temps. Et donc là, il y avait notamment dans le cas d'une enquête qu'on a menée au Qatar, il y avait un peu de friction entre le temps très court des épidémiologistes, des autorités de santé, et puis le temps de l'enquête. Mais c'est pour ça que moi, dans mes interactions avec les sciences de la vie, j'ai eu plus de facilité finalement à travailler aussi avec des écologues, parce que justement, c'est un savoir qui est plus proche de ce qu'on fait en sciences de l'homme, qui est plus descriptif, qui est moins quantitatif. Donc, il y a aussi cette distinction entre le quantitatif et le qualitatif. Mais je crois qu'effectivement, dans le One Health, comme il y a une dimension quand même réflexive post-crise, où voilà, on essaie de comprendre ce qui s'est passé après une crise comme le Covid, et on essaie d'anticiper les prochaines. Bon, on n'a pas parlé du changement climatique, mais c'est aussi un des facteurs qui font que les prochaines crises One Health impliqueront cette donnée-là. Donc, il faut effectivement de plus en plus de disciplines. Et donc, pour nous, les sciences de l'homme, ça oblige aussi à une forme d'humilité où souvent on a tendance à décrire la société comme si rien n'existait en dehors de la société humaine, et on se rend compte qu'il y a aussi les animaux, les plantes, les moustiques, les microbes, etc. Alors justement, Monsieur D'Ortenzio, vous nous avez parlé lors de votre interview justement des temps distincts de la politique et de la recherche. Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose? Oui, j'avais parlé de ce temps différent entre le temps scientifique et le temps politique, parce qu'on a été confronté à ça pendant la pandémie de Covid. C'est-à-dire que les décideurs politiques, le gouvernement, enfin les ministères, attendent des réponses quasiment instantanées pour traiter une épidémie, que ce soit en termes de traitement, de vaccins, de connaissances sur la transmission, etc. Et c'est vrai que il y a un temps scientifique, enfin un projet, ça se prépare, ça se construit, ça se met en place, et puis il y a le temps d'acquisition des données, des résultats, et puis de les analyser, de les comprendre et de les publier, et de donner un peu de matière aux politiques pour décider. Et ça, c'est vrai que ça a été très, très difficile, et tous les scientifiques qui ont monté des projets pendant le Covid, peut-être pourront le dire, hein, on était dans un tel état d'urgence parce que il y avait des morts qui étaient annoncées tous les jours à la télé, etc. Et donc, il y a eu beaucoup de pression politique sur le monde scientifique. C'est ça que je voulais dire. Je ne sais pas si mes collègues partagent ça, mais en tout cas, on l'a beaucoup ressenti pendant la crise de pandémie. Vous en avez parlé un petit peu important justement de l'opinion publique. Et est-ce que dans ce genre de cas, l'opinion publique peut changer quelque chose?
Après, il y a la communication de crise aussi qui a été mise à mal, hein. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de prises, en tout cas je parle pour la France, hein, il y a beaucoup de prises de parole de scientifiques, parfois contradictoires. Donc le grand public, finalement, peut-être devait faire son choix, ou en tout cas n'a pas bien compris certaines données scientifiques sur les traitements, sur les vaccins. Il y a eu beaucoup de défiances qui sont apparues sur les vaccins, même si finalement on pense que c'est une minorité par rapport au nombre de personnes qui se sont vaccinées. Mais c'est vrai que ça engendre quand même parfois des confusions et peut-être je pense qu'on n'a pas été très bon en communication de crise, que ce soit au niveau politique et scientifique, hein. Il y a un bel axe d'amélioration sur la communication de crise, je pense, et d'essayer d'uniformiser les messages pour que le grand public adhère au maximum aux mesures, parce que voilà, c'est encore une fois quelque chose qui est essentiel. Si on veut faire adhérer des gens à des interventions de santé publique, à la vaccination, il faut que les messages soient clairs, transparents, voilà, et homogènes. Je veux bien reprendre là-dessus, pardon. Sur comment atteindre le grand public avec One Health. Déjà, c'est un mot anglais, donc on voit que c'est un mot qui est plutôt adressé à des experts. Mais c'est vrai qu'une façon de faire passer cette idée que santé animale et santé humaine sont liées, c'est justement de montrer au grand public qu'il y a des interventions médicales qui sont appliquées aux animaux et aux humains et qui ne prennent pas les mêmes sens selon qu'on est animal humain ou animal non humain. Je prends deux exemples. La vaccination et le confinement. En ce moment, les volailles françaises sont toutes confinées pour éviter la transmission du virus de grippe aviaire H5N1. Ça pose des problèmes de bien-être animal et beaucoup de problèmes économiques pour les éleveurs d'ailleurs. Et pourtant, c'est très difficile de faire passer dans l'opinion, et les journalistes ont du mal d'ailleurs à jouer là-dessus, que c'est la même chose d'être confiné pour une volaille dans un élevage industriel et pour des humains d'être confinés comme on l'a été au début du Covid. Et puis pour la vaccination, il y a tout un débat en ce moment en France et en Europe pour savoir si on vaccine les volailles contre le virus H5N1, parce que ça a des impacts sur l'exportation des volailles. Donc, c'est vraiment les volailles comme marchandises, hein, ce n'est pas du tout les volailles comme vivants qu'on prend en compte. Et pourtant, d'un point de vue comment dire, écologique, vacciner les volailles, ce serait quand même plus respectueux que de les abattre dès qu'il y a un foyer dans une région. Donc, voilà, si on allait jusqu'au bout du One Health, effectivement, on prendrait confinement, vaccination, peut-être sentinelle et peut-être d'autres choses, comme des termes qui auraient un peu les mêmes impacts sur les animaux humains et non humains. Et pourtant, bien sûr, on reste très anthropocentré hein, sur la gestion de la santé. Monsieur Benguera, vous faites partie de la cellule d'intervention d'urgence. Est-ce que, à l'intérieur de cette cellule, justement, vous prenez en considération l'avis du grand public au moment justement de ces situations d'urgence? Non, c'est notre cellule est une cellule de diagnostic d'urgence, hein, donc nous on se pose pas de questions et on n'en pose pas. On reçoit des prélèvements, on nous demande de voir ce qu'il y a dedans et en général c'est ciblé, hein, et notre rôle c'est de le faire de le faire vite et bien. Non, là on est vraiment dans une structure de réponse de diagnostic d'urgence. Donc là, on n'a pas du tout d'interaction avec le public, du tout. Et justement, quel est votre rôle en tant que chercheur auprès du grand public? Je pense que c'est important dans la science de la partager, de partager les résultats. Il est clair que, ça a très, très bien dit par Eric, qu'il y a des moments où la pression est forte parce qu'en fait, on veut des réponses qu'on ne peut pas avoir tout de suite. Mais le partage de la connaissance, c'est important. Alors ensuite, c'est toujours difficile hein, parce qu'effectivement, ça passe par un certain nombre de canaux, des canaux qui peuvent être par exemple des conférences grand public, on peut faire dans différentes manifestations, Cité des sciences, enfin, il y a beaucoup de programmes qui font ça, donc c'est bien. Puis après, il y a aussi les médias, la participation aussi à la réponse sur certains sites web. Hein, voilà. Mais là, se pose quand même une question, qui a été aussi un peu abordée par Eric, il faut avoir
il faut intervenir et quelquefois, on se dit, mais on a autre chose à faire quand même parce que ça prend beaucoup de temps. Et on s'aperçoit aussi que dans certains médias, en fait, si vous n'avez pas le temps de répondre, ils vont prendre un peu n'importe qui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un a un titre de docteur, ça leur va, même si la personne n'est pas compétente. Moi, on m'a demandé plusieurs fois d'intervenir sur la malaria. Alors, j'ai été critiqué sur la malaria, mais je ne suis absolument pas spécialiste, j'ai refusé. Bon, mais parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir la bonne personne. Donc, ça pose aussi un problème. Et plus globalement, moi, ce que je regrette beaucoup, mais ça, c'est qu'il n'y ait pas beaucoup de science à la télé, sur la télévision. Alors, il y a des comment ça s'appelle, sur YouTube, il y a des youtubeurs qui font de très bonnes, mais qui mériteraient d'être plus connus. Et puis, il y a de bonnes émissions, notamment sur France Culture, la méthode scientifique, puis maintenant au CQFD. Mais bon, malheureusement, c'est très bien, et c'est pas du tout ennuyeux, mais déjà, aller sur France Culture, ça sélectionne. Hein. Bon, il y a aussi France Inter, mais c'est dans l'après-midi, donc il faut aussi podcaster. Donc, je pense qu'on manque un peu de culture scientifique et que ça, c'est aussi un problème parce que ça laisse circuler les fake news et aussi, ça ne permet pas de faire la différence entre des personnes qui s'expriment dans un domaine qu'ils ne connaissent pas forcément, mais ils ont le titre de docteur, et donc ça suffit à certains journalistes. Et vous avez parlé du coup des médias, qu'il faut passer des fausses informations. Donc, est-ce que la formation justement de ces médias, des étudiants, voire même des médecins, peut être une piste pour faire, comment dire, pour faire véhiculer la culture scientifique dans la société? Certainement, mais je pense que Frédéric a peut-être un point de vue. Je voulais juste rajouter là-dessus, il y a effectivement les médias où on est sollicité et il faut y répondre en gérant son temps par rapport au temps de la recherche. Il y a d'autres formes de médiation scientifique. Là, je viens d'animer une exposition au musée du Quai Branly sur les microbes et il y a de plus en plus de musées qui s'intéressent à la question des épidémies, forcément. Et c'est effectivement les microbes, les transmissions pathogènes entre espèces sont un potentiel d'imagination extraordinaire. Donc, il faut jouer là-dessus pour diffuser de l'information au public. Et puis, j'ai fait aussi récemment un petit livre, un roman graphique sur l'histoire de la psittacose au temps de Louis Pasteur et de Edmond Nocard. Et ça aussi, enfin, le succès des romans graphiques, enfin de la science dessinée, montre qu'il y a une autre façon de publier que effectivement nos articles qui sont quand même adressés à nos pairs. Peut-être qu'il y a aussi des actions à faire au niveau scolaire. Enfin, je pense que il y a une culture scientifique, il y a une méthode scientifique qui pourrait, à mon sens, et on en a discuté lors d'un symposium qu'a organisé l'INSERM sur la lutte contre la désinformation. Peut-être qu'il y a un travail à faire de la part des institutions scientifiques, d'envoyer peut-être un peu plus de leurs scientifiques dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées pour améliorer la culture scientifique, parler de la méthode scientifique. On l'a vu là avec toujours sur Covid, hein, qu'il fallait essayer de comprendre comment se monter un essai clinique pour essayer de comprendre pourquoi il y avait un débat sur l'hydroxychloroquine, par exemple. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose aussi de ce côté-là à faire évoluer. Je pense que c'est en discussion, peut-être à l'éducation nationale et avec le ministère de la Recherche et les institutions de recherche, mais il faut peut-être plutôt favoriser cette culture scientifique. Monsieur Roche, est-ce que vous voulez rebondir? Vous nous avez confié lors de votre interview que vous aviez peur que la vulgarisation scientifique ne rende les concepts trop simples. Est-ce que vous pourriez préciser peut-être? Oui, ben, c'est un peu ce qu'on disait juste avant. Enfin, quand on est interviewé, en gros, on nous demande souvent d'être complet et concis, ce qui est souvent compliqué de faire les deux en même temps. Et effectivement, enfin, moi je rejoins ce qui a été dit avant, en tant que scientifique, quelque part, on n'a pas été entraîné à communiquer et on s'est rendu compte avec le Covid que bah, c'est vraiment un métier et que arriver à faire passer des messages compliqués de façon simple, ça se travaille.
et que on avait peut-être un peu sous-estimé ça. Un point aussi qui est quand même important, au-delà voilà, les scientifiques, on veut toujours expliquer, c'est pas A plus B égale C, il y a toujours 50 000 contextes à prendre en compte, des hypothèses, etc. Donc c'est des choses qui sont souvent compliquées et quand on est interviewé, on garde juste le message. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on apprend petit à petit. Mais il y a un point aussi qui est important, c'est que on sent qu'il y a une certaine défiance. Par exemple, moi, j'avais participé à ce rapport de l'IPBES sur biodiversité et pandémie. J'ai fait des dizaines d'interviews après ça, et dès que je disais que la perte de biodiversité faisait que on pouvait avoir plus de pandémies à l'avenir, j'étais très rapidement taxé de militantisme écologiste, alors que ce sont des faits scientifiques qui sont supportés par les données, etc. Donc, on voit aussi que la frontière qu'il peut y avoir entre des scientifiques engagés et puis des militants à proprement parler, des fois elle est fine et du coup ça peut. Alors, j'ai pas la bonne solution. Je sais ce que moi je ne veux pas faire, par exemple. Moi, je sais que je me suis toujours dit que je ne parlerai que des faits scientifiques et que j'essaierai autant faire se peut de ne pas exposer mon opinion politique. Euh, mais on sent que même si c'est pavé de bonnes intentions, il y a des fois où on sent que le discours militantiste peut avoir pour effet des fois de complexifier en fait la prise de parole, la prise de parole scientifique. Moi, c'est ce que j'ai senti, en tout cas sur la biodiversité. Il y a peut-être plein d'autres domaines où c'est pas le cas, mais sur la biodiversité, vraiment, c'était compliqué. Et du coup, faut faire attention. C'est un peu paradoxal de dire ça, mais la parole scientifique, il faut quand même que ce soit quelque chose qui, quelque part, un peu sacralisé. Enfin, c'est quelque chose, ce sont les connaissances. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, ça ne veut pas dire que c'est complet, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le remettre en cause, mais au contraire. Mais il faut vraiment que ce soit vu comme une parole scientifique et le plus neutre possible. Parce que si jamais on perd quelque part cette neutralité, cette clarté de la parole scientifique, après, notre discours, il est plus du tout audible, que ce soit par le grand public ou par les décideurs. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut faire, à mon avis, extrêmement attention. Je pense que nous, on n'était pas prêts scientifiques. Puis le Covid, ça a été vraiment un raz-de-marée. Donc, on a été submergés de tous les côtés. Donc ça, c'est quelque chose que je n'avais pas anticipé et qu'effectivement, sur lequel je pense qu'il faut qu'on fasse extrêmement attention à l'avenir. En plus, sur le One Health, qui prend en compte voilà, le bien-être animal, le bien-être de l'environnement, le bien-être humain, où du coup, les dimensions politiques peuvent être multiples. Et donc, il faut qu'on fasse vraiment attention à ça, à rester le plus clair et le plus scientifique, si je veux dire, possible. Est-ce que la science participative peut être un moyen justement d'impliquer le public dans les démarches One Health ou même dans les démarches de recherche classiques? Monsieur Keck, par exemple, qui étudie les oiseaux sur d'autres continents, par exemple. Oui, tout à fait. Pardon, c'est à moi que ça s'adresse, hein? D'accord. Dans la participation, c'est vraiment au cœur de la démarche citoyenne. Et puis l'anthropologie des sciences a beaucoup assisté justement sur la façon dont les citoyens peuvent s'approprier les savoirs produits par les experts. Justement, j'avais envie de réagir sur l'idée qu'il fallait sacraliser la science, parce que je trouve ça très intéressant que vous le disiez dans cette discussion sur comment lutter contre les fake news. La sociologie des sciences s'est opposée pendant longtemps à la distinction entre les experts et les profanes, en disant justement il faut que les citoyens s'approprient les savoirs, participent à des forums sur les nanotechnologies ou voilà le risque de grippe aviaire. Et en même temps, je suis tout à fait d'accord sur le fait que accumuler des données sur les risques d'émergence, par exemple, ça demande un travail qui est spécifique, qui demande des modèles complexes. Et c'est aussi un tournant récent dans la sociologie des sciences de réfléchir à la façon dont la science produit des institutions et donc elle sacraliser. Ce n'est pas sacraliser au sens de Pasteur, le bon père de la nation auquel on fait une statue, mais c'est vraiment considérer qu'il y a des institutions où la parole scientifique n'a pas le même statut que effectivement l'ornithologue qui observe les oiseaux dans son jardin. Et je pense, par exemple, qu'il y a eu beaucoup de discussions à la suite du Covid sur le fait qu'il faudrait l'équivalent du GIEC pour One Health, c'est-à-dire une institution qui est à la même, qui suscite le même respect, en fait, et la même autorité, qui a la même autorité que le GIEC pour les gouvernants.
Et j'ai l'impression que l'IPBES tend à jouer ce rôle, mais il faudrait bien sûr préciser. Mais c'est un des risques de One Health, la dispersion des institutions dans lesquelles se formule la parole scientifique. Et il serait intéressant de réfléchir à quelle serait la meilleure institution finalement pour dire où on en est de One Health. Juste pour rebondir là-dessus, parce que c'est un point qui est important. Justement pour l'IPBES, c'était un point qu'on avait souligné de créer quelque chose un peu similaire. Alors, on avait proposé de l'appeler l'I3P, la plateforme intergouvernementale pour la prévention des pandémies, je crois qu'on l'avait appelé comme ça. Alors, c'est un petit peu ce qui a été pris en charge quelque part par l'accord des parties avec la création de l'OLEP. Mais l'OLEP, c'est une vingtaine de personnes. Hein. Le GIEC, c'est des centaines, voire des milliers de scientifiques à travers le monde. Donc, évidemment, ça n'a pas la même force de frappe. Mais je suis tout à fait d'accord qu'il faut quelque chose de... la biodiversité, c'est exactement le même souci. On a enfin, il y a des besoins en connaissances humaines, en connaissances biologiques. Enfin, c'est vraiment extrêmement vaste. Et donc, c'est avoir une plateforme comme ça de discussion, effectivement, c'est quelque chose qui paraît extrêmement important pour éviter justement cet effet de dispersion qu'on voit beaucoup trop sur le web. Merci beaucoup, Mathieu. On arrive donc à la fin de notre conférence. Je vais passer la parole à Suzanne pour une rapide conclusion. D'après ce que vous avez dit, le Covid semble avoir été un point de bascule dans le développement du One Health. Monsieur Roche, vous avez même parlé de déclic. On a pu voir que la pression anthropique a fait augmenter de manière exponentielle l'apparition de nouveaux pathogènes. Donc, avoir une approche One Health nous permet de nous rendre compte de ces influences, en particulier grâce à une approche interdisciplinaire. Mais pour communiquer entre les différentes disciplines, il semble important de créer un langage commun. Et même si l'interdisciplinarité semble essentielle pour comprendre et appliquer le One Health, beaucoup d'autres éléments sont essentiels à cela. Prévention, formation, décision et stabilité politique, inclusion du grand public, par exemple par les sciences participatives, et tant d'autres. Mais le One Health ne se limite pas à l'approche des maladies infectieuses émergentes. Elle se développe aujourd'hui dans de nombreux domaines, comme par exemple l'antibiorésistance, la gestion écosystémique ou encore la toxicologie, dont nous avons eu l'occasion de parler avec le docteur Xavier Coumoul. Nous tenons encore à remercier nos 4 intervenants pour leur réponse à notre appel et leur participation très enrichissante à ce débat. Merci également aux chercheurs Coralie Martin, parasitologue, Nicolas Fortanet, sociologue, et Xavier Coumoul, toxicologue, qui ont répondu à nos questions et qui ont nourri notre réflexion. Nous aimerions aussi remercier nos enseignantes, Anne-Philippe et Anne Quedel, pour nous avoir donné l'occasion de monter cette conférence et nous avoir accompagnés tout au long du semestre. Agathe Delepau, sans qui cette conférence n'aurait pu aboutir, et Thomas Zoritchak pour ses précieux conseils audiovisuels. On espère que cette conférence aura permis de mieux comprendre cette approche One Health et son intérêt pour le futur. Est-ce que vous avez encore quelque chose à ajouter pour conclure? Bravo. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci, j'étais ravi de revoir les collègues. Merci beaucoup, très intéressant.